Bonjour Clémence et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Aldina, bonjour à toutes et à tous. Le thème d'aujourd'hui que nous avons travaillé ensemble est extrêmement passionnant. Je trouve que c'est passionnant ce thème que tu nous as proposé. C'est cultivons la patience et l'espérance dans nos vies. Mais comment peut-on cultiver la patience et l'espérance dans nos vies? Clémence, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots sur cette thématique d'aujourd'hui et pour qu'on comprenne vraiment l'ampleur de cette discussion. Ouais, alors je suis fondatrice du réseau Bien Relax qui réunit les sophrologues certifiés et spécialisés. Et effectivement, quand on accompagne des personnes, le plus souvent, en sophrologie, on cultive, on va voir la patience et l'espérance. Et pour arriver à un changement dans nos vies ou dans des périodes de crise de vie. Donc, ces deux vertus peuvent paraître un peu désuètes dans une vie où tout est en hyper-réactivité, qui se donne une vie où on a l'impression d'être là, confiné ou déconfiné avec des blocages. Vraiment, ça a été mon mantra pendant toutes ces dernières semaines, c'était de cultiver la patience et l'espérance. Oui. Alors justement, qu'est-ce que la patience? Comment peut-on définir ce mot qui est si grand, la patience? Comment peut-on définir ça? Alors, la patience, ce n'est pas la capacité d'attendre, non, mais c'est la capacité à maintenir une attitude positive pendant que vous attendez. Et c'est vraiment un acte de courage avec optimisme. L'optimisme, c'est pas la naïveté, hein, c'est au contraire faire face avec humanité, en cherchant à s'adapter. Alors que la naïveté, ce serait celui qui abandonne son destin à la fatalité. Donc, on voit vraiment que la patience, c'est une qualité qui demande de l'optimisme, qui demande du courage, qui demande de l'engagement. Et pas justement se laisser faire et attendre, voilà, le destin va décider pour moi. C'est pour ça qu'en sophrologie, on active. Voilà. Alors la patience en sophrologie, on l'active particulièrement dans les pauses d'intégration. Après chaque stimulation, on invite la personne à être en pause et à écouter ce qui résonne en soi, ce qui fait écho en soi, ce qui émerge, nous on appelle ça, c'est des phénomènes émergents en soi. Donc ça peut être la peau, le corps, ça peut être des sentiments, ça peut être des pensées. Et on va petit à petit orienter sur le positif pour justement cultiver cette attente positive, ce champ possible positif qui peut émerger après les stimulations. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, je pense, quand on est dans une crise de vie. C'est pas de subir, mais c'est vraiment de maintenir une attitude positive dans cette crise. Et ça va demander, la première chose la plus difficile, c'est halte aux ruminations. Les ruminations passées, halte aussi aux scénarios anxiogènes du futur qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, dans les dernières études sociologiques, on voit que le monde se transforme avec des niveaux d'incertitude différents. Et il y a 3 niveaux d'incertitude qu'on peut vraiment définir, enfin que les sociologues ont défini. C'est l'incertitude liée à un futur distinct mais envisageable. C'est-à-dire que je peux mettre en place une stratégie qui est puisée dans mes connaissances ou mon passé. Bon, c'est une incertitude assez relative, hein, qui est facilement pour le cerveau canalisable. Et puis après, on arrive à un niveau supérieur d'incertitude qui est là où il y a plusieurs futurs distincts. Donc là, on voit que le cerveau va mettre en place des scénarios d'options avec souvent le si c'est comme ça, je vais faire ça, si c'est comme ça, je vais faire ça. Et puis, il y a le 3e niveau d'incertitude qu'on a beaucoup atteint ces derniers temps où on ne sait rien en fin de compte. On a appris juste qu'on ne savait rien ces derniers temps. Et là, c'est l'ouverture des champs possibles. Ça peut arriver aussi quand une personne se sent dans une impasse. Ça peut être une maladie. On n'arrive pas à se projeter. Exactement. On peut plus, c'est l'ambiguïté totale, on ne peut plus faire appel à un modèle rationnel. Et il va falloir utiliser des solutions complètement imagées, complètement créatives. Et là, on a le « et si » qui arrive souvent. Quand on arrive au niveau de « et si », on sait qu'on a atteint un champ possible, c'est-à-dire que ce n'est pas réalisable pour le moment, mais pourquoi pas. Et là, ça ira sur la deuxième partie, sur le thème de l'espérance. Donc, vraiment, en sophrologie, on utilise beaucoup les champs possibles. On ouvre beaucoup les champs possibles. On amène les personnes à sortir de
de cet enfermement, cette impossibilité d'avoir la solution et d'ouvrir sur autre chose. Alors, justement, Clémence, d'ouvrir sur autre chose. On a évoqué tout à l'heure dans le titre comment cultiver l'espérance. Quelle est la différence justement entre l'espoir et l'espérance? Pourquoi ne pas avoir choisi l'espoir? Pourquoi pas avoir passé l'espoir? Parce que l'espoir, c'est attendre, c'est désirer quelque chose de meilleur, c'est une émotion, c'est plus lié aux événements et dans l'espoir, il y a une tension. On met en place une tension physique, émotionnelle, psychologique. Alors que dans l'espérance, on lâche prise. On est dans une confiance pure. On est dans une intention. C'est beaucoup plus transcendantal. C'est une posture aussi. C'est probablement l'espérance. On est dans l'espérance quand on a acquis une paix profonde en soi. Alors, dans l'espoir, on crée cette tension. Vous voyez, il y a une vraie différence. Et effectivement, dans ce côté transcendantal, c'est parce qu'il y a une relation assez avec des forces qui nous dépassent. Donc, on fait appel quand même à plus grand que soi. Une autre façon de voir la différence entre espoir et espérance pour moi, c'est vraiment beaucoup plus philosophique et beaucoup plus humaniste. C'est vraiment ce qui conduit l'humanité à évoluer. Si on faisait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle de désespoir et d'espérance, on peut bien percevoir cette différence. Dans le désespoir, c'est un profond état d'abattement et qui peut ne pas être définitif. Dans la désespérance, quand quelqu'un vous parle de sa désespérance, c'est beaucoup plus radical. C'est une disparition de toute croyance en quoi que ce soit. Et on sent bien qu'on atteint un niveau supérieur. Donc, on a cette même différence entre espoir, espérance et désespoir, désespérance. Et il y avait quelqu'un au cabinet qui m'avait dit quelque chose de très, très joli. C'est l'espérance, c'est l'espoir qui se met en marche. C'est-à-dire que dans l'espérance, il y a une foi, il y a une action, on peut voir un changement de posture qu'on utilise nous dans les séances de sophrologie, où on passe de assis au fond du fauteuil, assis au bord de la chaise, puis debout, puis en marche, puis en posture d'intégration, assis, avec une ouverture de ce qui va venir, de ce qui émerge en soi. Donc, on voit bien qu'on met en marche quelque chose en soi, qui soit physiologique, psychologique, d'autres diraient énergétique. On pourrait avoir vraiment tout ce phénomène-là qui se met en place. Donc, les différencier et rajouter de l'espérance dans nos vies, je pense que ça amène beaucoup plus loin, oui. C'est une vraie leçon de philosophie. Une vraie leçon de philosophie et je suis complètement embarquée sur ce sujet. J'étais loin de me douter que tu allais vraiment m'emmener dans un monde comme ça, grand. Plus grand que moi, ça parle, c'est fascinant. On en a besoin. C'est fascinant. On en a besoin et ça demande alors quelque chose, un ingrédient que souvent on perd quand on a une période de crise. Enfin, c'est un ingrédient qu'on a tous en nous et qu'on oublie de pratiquer, c'est de garder ce que j'appelle cette paix profonde, cette sérénité qui permet d'avoir le cerveau clair. Parce qu'on sait qu'en période de stress, quand on a trop d'anxiété, le cerveau n'est plus lucide, il se focalise sur le danger. Et en se focalisant sur le danger, en fin de compte, il ne va pas voir, entendre, percevoir la solution qui est ailleurs, qui est ce qu'on appelle, nous, out of the box. Donc, il y a une hygiène de vie pour accéder à une patience positive et à une espérance. On apprend beaucoup en sophrologie à gérer l'anxiété, beaucoup à pratiquer l'autodéfense que j'appelle mentale, c'est-à-dire se protéger de l'abandon mental. C'est quand on ne va pas bien se dire « j'en peux plus, j'arrête ». C'est fort, l'abandon mental. Ouais. Ça veut dire qu'on ne s'appuie plus sur ses ressources. Je dis aussi qu'on a besoin de tuteurs de résilience autour de soi. Alors bien sûr, halte à ce moment-là aux relations toxiques, mais souvent on le fait naturellement parce qu'on voit bien que ça nous tire vers le bas, vers la peur. Et les tuteurs de résilience, ce ne sont pas que des gens complaisants autour de nous, c'est des gens qui osent nous dire avec beaucoup de justesse et d'amour bienveillant ce qu'on ne veut pas entendre mais qui est la réalité. C'est pas forcément ce qu'on veut entendre, mais c'est pas quelque chose qui nous confronte contre les autres, mais qui nous confronte pour éviter ce déni de soi-même. C'est retrouver ses racines. Par rapport à la période qu'on est en train de vivre là, c'est vraiment des clés qu'on est en train de prendre pour cette période qui est tellement anxiogène, où on espère tous un lendemain, nous aspirons tous à un lendemain plus vert, mais on ne sait pas vraiment cette incertitude.
C'est exactement. C'est très intéressant. Mais alors, justement, ça m'amène à une autre question parce qu'on a tous envie de ça. On a tous envie d'aller vers l'avant. On ne sait pas trop comment aller vers l'avant, mais comment faisons-nous, comment faire pour activer aujourd'hui ou demain cette belle énergie qui nous permettra de rebondir. Comment faire pour l'attraper, cette énergie? C'est vraiment la question souvent qui est fondamentale quand on accompagne des personnes en sophrologie, mais dans la vie, quel que soit l'accompagnement, c'est comment activer une énergie de rebond quand on est au fond du trou. C'est même plus précis que ça, c'est comment transformer une énergie qui est inhibante, où on est tétanisé, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien, on ne sait plus comment faire, en une énergie qui est transformante et positive. Il va y avoir d'abord d'accepter que la situation est irréversible et qu'il faut oser faire face à ce déni, pas chercher un appui extérieur, des coupables, mais se focaliser sur des solutions. Et donc, il va falloir donner du sens à ce qu'on est en train de vivre. Il va falloir réinterpréter l'histoire. Alors, souvent, je dis avec mes patients, mais on n'est pas obligé de réinterpréter dans le malheur. D'ailleurs, tous ceux qui font la résilience le réinterprètent avec humour, avec de l'art, avec de la philosophie. Souvent, à quel point ces arts sont des arts majeurs dans notre culture et dans l'humanisme. Et puis, il va falloir aussi s'autoriser à l'erreur. Je dirais que le vrai échec, c'est de jamais essayer. Justement, c'est de perdre espoir et de se laisser habiter par cette désespérance. Donc, il va falloir faire alliance avec soi-même en s'appuyant sur ses ressources. Là, il nous faut des clés. Alors là, si on doit résumer, il nous faut des clés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a déjà 5. 5 fondamentales. Qui va être donc d'affronter ce déni, d'avoir ou de retrouver confiance en soi. Il va falloir une plongée interne, pas pour avoir du jugement sur soi, mais pour aller chercher le positif en soi. On a chacun, au fond de nous, des graines de positif qu'on a oublié de cultiver au détriment de tout ce qui nous faisait peur. Donc, on va mettre de l'énergie sur ce qui va bien. Si je ne vais pas bien dans un endroit, mais il y a peut-être dans mon passé, dans mon futur proche, dans mon présent, quelque chose qui va bien. Ça peut être quelque chose dans mon corps, une sensation corporelle, une perception, ça peut être un sentiment dans une situation, ça peut être une pensée sur laquelle je vais me positive, ça peut être un mantra, ça peut être quelque chose qui va résonner en moi, soit parce que je l'ai vécu, soit parce que je le vis pendant la séance de sophrologie, soit parce que je sais que c'est ce que vers là où j'ai envie d'aller dans le futur proche. Et notre cerveau et notre corps l'entendent très très bien quand on se met dans un état de réception à soi-même. Et puis il va falloir reprendre un contrôle interne. Il va falloir gagner une stabilité émotionnelle, physique et psychique. Parce que sinon, tout à l'heure, je l'ai dit, le cerveau, il disjoncte, il dysfonctionne. Il analyse toujours autour de la problématique et pas autour du possible, du champ possible. Donc, on utilise beaucoup, par exemple, en sophrologie, des exercices pour amener à cet état de sérénité, de plénitude intérieure, alors que tout va mal, peut-être autour de soi et à l'intérieur de soi, mais il y a toujours un petit espace où ça va bien, où on peut reprendre pied, où on peut reprendre racine. Et on va changer de posture. Changer de posture, ça peut être changer de posture physique. On peut passer, quand on est dans la pratique de sophrologie, de l'état assis à l'état debout. On va inviter le cerveau à changer de posture, à activer d'autres zones du cerveau pour ne pas continuer à ruminer, à prendre toujours le même chemin neurologique et ne plus pouvoir en sortir. C'est-à-dire qu'on reste dans la même boucle. Et on va identifier, on va inviter les personnes à identifier et à focaliser sur un ressenti positif. Et ce ressenti, on va le transposer dans un futur possible. Donc, on va inviter le cerveau à faire énormément de travail, de créer des conditions, de créer des situations, tous ces scénarios dont je parlais, qui n'ont peut-être pas existé, mais on va entraîner le cerveau. On appelle ça vraiment un entraînement du cerveau et du corps, un entraînement du corps et de l'esprit. C'est pour ça que c'est une technique de corps-esprit. Et on va lui donner du sens, on va réinterpréter l'histoire. On va, en période de crise, c'est vraiment ça, c'est l'attitude qui favorise la meilleure adaptabilité au changement. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer et on va itérer. Alors, itérer, c'est un mot moderne peut-être, mais c'est très ancien en fin de compte. C'est répéter l'expérience, l'expérience sensorielle, l'expérience sensationnelle qu'on vit en soi. Rien d'extraordinaire à l'extérieur, mais le fabuleux voyage, il est à l'intérieur.
Et c'est ça, cette boucle qu'on va mettre en place par Jolie répétition. phrase. Le fabuleux voyage est à l'intérieur, c'est une très jolie Mm. phrase. Merci beaucoup Clémence, parce que je n'ai pas dit dans quel cadre nous faisions cette petite conversation. Et je vois que tu as été vraiment très rigoureuse, parce que tu as porté une chemise avec une pointe de rose aujourd'hui, en l'honneur de la Journée mondiale du bien-être, journée pour laquelle nous organisons cette petite conversation, ce bel échange autour de cette thématique magnifique. Donc, la Journée mondiale du bien-être, c'est le 13 juin cette année, et c'est le 2e samedi de chaque mois de juin, chaque année. Donc, l'année prochaine, ce ne sera pas le 13 juin, pour ceux qui ont du mal à chaque fois à cibler le jour. Moi, je suis très heureuse d'avoir eu cet échange. J'espère qu'il y en aura d'autres. Est-ce que si nous pouvions conclure autour de cette journée mondiale du bien-être, si je pouvais te poser une question, est-ce que ça t'inspire? Tu avais déjà participé l'année dernière à cette journée mondiale du bien-être à la mairie du 10e. D'ailleurs, je te remercie encore une fois de ton engagement, ta fidélité et ton soutien, parce que c'est important. Nous avons besoin de diffuser en fait cet accès au bien-être. Nous avons besoin d'inspirer les gens. C'est ça pour moi qui est extrêmement important. C'est comment fait-on pour inspirer des gens à travers des échanges comme celui-ci. Mais si je te demande, pour toi, la journée mondiale du bien-être, qu'est-ce que cela pourrait signifier, ou pourquoi est-ce que tu as décidé de nous accompagner sur ce sujet? Parce que dans toutes les personnes que j'accompagne au cabinet de sophrologie, on perd à un moment ou un autre, on est tous susceptibles et vulnérables à perdre le bien-être. Il y a des crises de vie, des crises existentielles, et puis des accidents de vie. Et donc, connaître son chemin pour retrouver le bien-être et le cultiver, c'est vraiment une méthode en fin de compte. On devrait apprendre ça à l'école. Je trouve c'est souvent d'ailleurs les patients, en tout cas les personnes que j'accompagne au cabinet le disent, ça se cultive. Je ne savais pas que j'avais un accès. Tout se passe à l'intérieur et c'est comme si on avait donné toute son attention, toute son énergie pendant des années à ce qui se passe à l'extérieur, à pouvoir être, entre guillemets, un bon élève, une bonne personne, mais donner à voir sans aller voir à l'intérieur de soi. Et cultiver du bien-être, ça passe par la connaissance de soi et on parle beaucoup de bienveillance et on porte beaucoup d'attention aux autres. On veille sur notre entourage, voilà, sur ce on est responsable de ses mots, de ses actes, de ses pensées. Mais souvent, on oublie qu'on peut être très dur vis-à-vis de soi-même. Et cultiver le bien-être, c'est aussi s'occuper de soi. Donc, dans la journée du bien-être, c'est se rappeler que c'est pas acquis, c'est pas quelque chose qui est acquis et qui va être gardé. C'est quelque chose qu'on doit entretenir, on doit en prendre soin, on doit cultiver, on doit aller chercher. Alors, quelle que soit la méthode d'ailleurs, hein, il y a plein de méthodes pour cultiver le bien-être. Il faut trouver la sienne qui résonne, qui fait du bien et qui nous rend heureux tout simplement. Alors, le bonheur, il vient après. C'est pas la fonction première, hein, mais quand on cultive le bien-être à la bonne heure, on trouve le bonheur en tout cas. C'est magnifique. Je te remercie beaucoup, Clémence, de nous avoir accompagnés sur cette jolie thématique pour cette journée mondiale du bien-être. Je te souhaite du bonheur sur la route du bien-être. Et puis, je te dis à l'année prochaine. Je prends rendez-vous avec toi pour l'année prochaine pour qu'on imagine quelque chose encore de différent. Cette année était vraiment un défi pour nous tous, tout est en ligne. Et l'année prochaine, j'espère que nous pourrons avoir un lieu où nous pourrons être tous réunis et faire une belle séance ensemble. Ah oui, Aldina et tous, cultivons le bien-être, la patience et l'espérance avec beaucoup d'une attitude positive. Merci beaucoup. Merci. Merci.